Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, c'est la fin de la semaine Russie. Ce vendredi, on va parler justement de ce qui s'est passé hier soir avec M. Macron. Il est passé sur TF1, France 2, seulement 8 millions d'audience. Très peu de monde le regardait, mais malgré tout, des informations sont sorties. Et donc du coup, on va décortiquer cette interview. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'infime honneur et le grand plaisir de recevoir notre ami François Martin, Merci. Géopolitologue, Merci, parle 6 langues. Vous parlez 6 langues. Tu as lesquelles déjà? Français, déjà j'essaye. Hein. Ouais. Anglais, espagnol, j'habitais en Espagne, portugais, j'habitais au Brésil, italien, parlant espagnol, portugais, italien c'est facile. J'ai appris l'arabe après. Ah, donc, Sauf que je le parle pas bien parce que je m'en servais surtout pour écouter ce que disaient mes clients libanais en Afrique. Je pensais que c'était pour draguer les filles. Qui disaient c'est pas cher, mais dis-lui que c'est très cher. Alors je leur répondais en arabe et après ils osaient plus. Ça c'est une bonne méthode, tiens, pour le coup. Alors vous êtes journaliste, essayiste, vous avez cofondé le Cercle Eleutheria. C'est ça. Et votre dernier livre, L'Ukraine, un basculement du monde. Tiens, montrez-le, montrez. Voilà le livre et notre ami, un basculement du monde. Un enfant qui va vers l'avenir et qui se pose plein de questions. Je crois que c'était bien. Mais pourquoi l'Ukraine, ce basculement? C'est-à-dire que, est-ce que l'Ukraine, c'est une forme de plaque tournante de quelque chose Est-ce que géographiquement, l'Ukraine est une cible peut-être pour l'Ouest ou l'Est? C'est déjà le cas. Historiquement, c'est le cas. Et surtout, en fait, ce que je pense, moi, c'est qu'il y avait déjà, en fait, une espèce de fracture qui était déjà existante entre le Nord et le Sud, sauf qu'on s'en était pas rendu compte. Et l'Ukraine a été l'élément qui a accéléré très violemment cette bascule et cette différence. Et on voit la même fracture à Gaza, d'ailleurs. On voit la même fracture en Afrique. C'est ce que j'appelle un processus de décolonisation. Pour moi, c'est un processus de décolonisation. Parce que Poutine, puis après on parlera de Macron, mais Poutine en fait se présente comme un décolonial d'une certaine façon. Pour lui, c'est une guerre du faible au fort, puisqu'il combat contre tout l'Occident réuni. Et c'est pour ça que le Sud l'a rejoint et l'a soutenu. C'est pas une guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre Est-Ouest, on revient à la guerre froide. Complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai expliqué plusieurs fois que pour moi, on fait une erreur d'analyse lorsqu'on dit que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée en 1945. En fait, elle s'est arrêtée en 1991 parce que le véritable ennemi des États-Unis, c'est la Russie, puisque la Russie a la profondeur stratégique, a une idéologie contraire à la sienne, etc., etc., et que la Russie est quelque part le concurrent par rapport à l'Europe. J'ai expliqué que en fait, pour les États-Unis, l'Europe leur appartient. Parce que ils ont battu successivement les Anglais, puis les Allemands, les Espagnols, la guerre contre l'Espagne, qui a perdu d'ailleurs toute sa stature internationale, puisqu'elle a perdu les Philippines. Donc, ça a été une catastrophe pour l'Espagne. C'est devenu un petit pays régional, alors que c'était un grand pays. Ensuite, ils ont battu l'Allemagne et l'Italie. Ensuite, ils ont rebattu la France et l'Angleterre au moment de Suez en leur disant « vous rentrez chez vous ». Donc, ils ont un sentiment par rapport à l'Europe qui est un sentiment de possession. Ça leur appartient. Par contre, les Russes, eux, ils pensent qu'eux appartiennent à l'Europe, puisqu'ils en ont toujours fait partie, leurs élites parlaient et parlent encore français, etc. Donc, eux, ils ont un sentiment d'appartenance et les autres ont un sentiment de propriété. Donc, il y a l'Europe au milieu et il y a ces deux pays dont la rivalité... Enfin, je pense que le plus mauvais jour qui est arrivé dans toute l'histoire de la Russie, c'est le jour où les États-Unis ont décidé de se créer. Parce qu'on a créé un système qui est Rome contre Carthage, Sparte contre Athènes. Ça ne peut se résoudre à terme que par la disparition d'un des deux empires. Ce qui ne veut pas dire que cette disparition soit forcément militaire, ni qu'elle soit violente, mais qu'elle soit à court terme. Il y a une rivalité par rapport à l'Europe. Donc le but des Américains, c'est de séparer l'Europe de la Russie pour que la Russie ne vienne jamais dans l'Europe. Et le but des Russes, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter d'en être séparés puisqu'ils en font partie. Donc, leur passage à l'Est est un passage momentané. Mais eux, ils se sentent comme des gens, des Européens, au plus profond d'eux-mêmes. Alors, on va parler de tout ça, mais avant ça, on va faire le petit tour de table. À votre droite, Serge Federbusch,
ancien conseiller de Paris, non, conseiller d'arrondissement, pardon, là je t'ai rajouté un peu de grade, Bah ouais. Essayiste, éditorialiste. Ça aurait été un plaisir de courte durée. Comment ça va, cher Serge? Très bien. Donc, tu as entendu ça, j'ai l'impression que tu n'es pas trop d'accord. Si. Tu étais d'accord? Oui et non. Enfin, pourquoi oui et non? C'est quoi le non, tiens? Je ne pense pas que la rivalité, enfin il y a plusieurs éléments de désaccord, en tout cas de nuances. Je ne pense pas que la rivalité entre les États-Unis et la Russie soit aujourd'hui le phénomène déterminant dans les relations internationales, et je ne crois pas que ce soit la préoccupation première des Américains. Je pense que depuis 1991 et de plus en plus, c'est la Chine qui a supplanté dans l'univers, dans l'univers intellectuel des élites américaines, le rôle de grand méchant, de menace. De très loin, aujourd'hui, je pense qu'ils considèrent que la Russie n'est plus qu'un acteur on va en parler. Mineur de l'affrontement et du contrôle de la planète. On va parler, ça va faire l'objet du grand débat. Ouais, je pense pas. En face, notre ami Jérémy Marquis, vous l'avez beaucoup aimé dans sa première apparition, donc il revient, Jérémy, président du mouvement... Lequel? Tiens. Français-vous. Français-vous, voilà. Je cherchais en fait comment il s'appelait, je ne me rappelais plus. Et ben j'ai trouvé, mais en fait comme j'écris très mal. Ah bah voilà. Français-vous, c'est pas francisez-vous. Voilà. Français-vous. Alors, oui. qu'est-ce que c'est exactement le mouvement Français-vous? Eh ben, c'est un mouvement où on rassemble la communauté qu'on a sur les réseaux sociaux, qui pense un petit peu comme nous, et pour justement faire des remontées de terrain, des témoignages. Voilà, c'est un moyen de rassembler, on va dire. C'est des jeunes surtout? Oui, surtout des jeunes, quoique il y a tout âge quand même. Ouais. Et des jeunes qu'on trouve qui viennent sur TikTok en fait. Oui, c'est ça, qui nous suivent sur les réseaux sociaux et voilà, et qui après passent sur le site pour notamment faire des propositions. Bah justement, voilà. TikTok, c'est un réseau social où globalement l'ensemble des partis politiques y sont, sauf la droite. La droite, elle est vachement minoritaire. Ah oui, il y a une gauchisation de TikTok extraordinaire, c'est-à-dire que la gauche est omniprésente dans les vidéos, dans les tendances, etc. Et la droite est un petit peu mise à l'écart, on va dire. Enfin, c'est un petit peu la même tendance sur les autres réseaux sociaux d'ailleurs, à part sur X. Donc voilà, je pense que le travail justement idéologique, on va dire, sur TikTok est important. Voilà. Bon bah, très bien, c'est un beau travail et il faut continuer. À votre droite, notre ami Nicolas Stocker, patron d'émissions sur Radio Courtoisie, libre journal de géopolitique profonde et puis d'autres libres journaux dont je ne me rappelle jamais les noms. Comment ça va? Bah écoute, ça va, et puis là on est entre amis. Oui. Je n'ai que des bons clients de mes livres journaux. François Martin, je l'ai déjà eu sur un livre journal de géopolitique profonde. Bon, Serge Federbusch, ça doit faire 10-12 ans que je suis sur Radio Courtoisie, je l'ai toujours invité. Et alors, cette petite pépite là que tu nous as découvert, Mike, était pas plus tard que mercredi soir, où il a dû subir les foudres de Pierre Jovanovic. Ah bon, les foudres de Pierre Jovanovic? Qui ne subit pas les foudres de Pierre Jovanovic mercredi soir dans la Résistance française, et il s'en est très bien tiré. Bon, Pierre Jovanovic sera là au mois d'avril. Il va parler de son dernier bouquin, 888. Exactement. Après 666, 777, 888. Le prochain, 999. Question que je ne lui ai pas posée. Tiens, il faudra que tu lui poses. Oui, je lui poserai. Merci, cher Nicolas. En plus, tu vas éditer, donc ça, c'est cool. Pas trop long aussi, ou il y a combien de tomes là? Non mais alors justement c'est tellement embrouillé, il nous a tellement embrouillé l'esprit Macron avec l'ambiguïté stratégique que j'ai même pas été capable de faire une chronique structurée. Donc pour la première fois je ferai une chronique sans notes. La question c'est est-ce qu'on va rester assis ou est-ce qu'on va se lever? Bravo. Vous êtes déjà plus de 1300 personnes en même temps, rien que sur YouTube. Merci à vous de votre confiance. Donc, vous étiez d'accord un peu avec ce qu'a dit notre ami Serge? Oui et non. Je suis d'accord dans la mesure où, dans l'esprit des Américains, c'est clair que la guerre contre la Russie agissait dans leur esprit comme un proxy de la Chine. C'est-à-dire c'était plutôt pour embêter les Chinois qui voulaient non pas détruire la Russie parce qu'on ne détruit pas la première puissance nucléaire du monde, mais l'affaiblir. Mais moi, je pense qu'en fait, le véritable ennemi, je vais dire quelque chose qui va étonner les gens, le véritable ennemi des États-Unis, c'est ni la Russie, ni la Chine, c'est l'Europe, en fait. Ah bon? L'Europe est sous leur coupe et il faut absolument qu'elle le reste. Je vais m'expliquer, c'est très simple. Si la Chine envahit Taïwan, est-ce que les États-Unis tombent? Ils ne tombent pas. Si la Russie, même si la Chine attaque, je veux dire les Philippines, le Vietnam, c'est pas stratégique. C'est stratégique, mais c'est pas existentiel pour les Américains. Si la Russie perdait ou si la Russie gagne, la Russie va gagner.
c'est pas existentiel. Par contre, si l'Europe se retire de la tutelle américaine, ça, c'est existentiel. Et ça explique une partie de ce qui se passe et on va revenir. Alors, je peux développer, mais on va en parler pendant tout le débat. Je pense qu'on ne voit pas leur véritable ennemi parce qu'il est dans leur griffe, mais c'est celui-là. Celui-là, il est absolument existentiel. Depuis 1945, ils ont fait tous les efforts qu'ont fait Éric Branca pour mettre l'Europe sous leur coupe, à tel point que Jean Monnet, rappelle Éric Branca dans son livre, avait écrit à Roosevelt « Détruisez De Gaulle ». Parce que De Gaulle voulait une Europe indépendante. Il a écrit à Roosevelt « Détruisez De Gaulle ». Donc ça veut dire que pour eux, la tenue dans leurs pattes de l'Europe, c'est absolument existentiel. Voilà. On va revenir à cette discussion, mais avant ça, on a eu l'interview de M. Macron hier soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh ben, je pense que on regarde tous le doigt au lieu de regarder la lune, je dirais. Pour deux raisons. Il y a deux lunes, en fait. Il y a une lune internationale et une lune en politique intérieure. Et on ne les voit pas. Et là, le doigt, c'est l'Ukraine. Et en fait, le problème, c'est plus l'Ukraine aujourd'hui. Parce que la guerre d'Ukraine, elle est terminée, la guerre d'Ukraine. La moyenne d'âge de l'armée ukrainienne est de 45 ans. Donc, je ne vois pas comment on peut reconstruire une armée, même avec des crédits, même avec des armes, même avec tout ça, quand on est une armée où il y a des types de 30 ans et des types de 60 ans dedans. L'armée, elle a été mangée par la contre-offensive, elle n'existe plus. Ils ont passé 8 ans entre 2014 et 2022 à reconstruire une armée. Donc, ils ne vont pas reconstruire en 6 mois une armée. Donc, c'est du bluff. Ça ne tient pas. Le véritable problème, c'est plus l'Ukraine, c'est l'OTAN. Parce que maintenant, comme les Russes vont gagner, les Russes ont virtuellement gagné, la question que tout le monde se pose, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN ? Donc là, vous avez deux types de réponses. Les gaullistes, je dirais, qui vont dire, il faut se débarrasser de l'OTAN puisqu'ils nous ont rien rapporté, indépendance. Et puis vous avez ceux qui sont les atlantistes, qui vont dire, jamais on n'a eu autant besoin de l'OTAN que depuis que les Russes sont à nos portes. Donc on va répéter, les Russes sont à nos portes, sont à nos portes, sont à nos portes. C'est ce que fait Macron, c'est l'objectif des accords bilatéraux qui sont en train d'être signés. Et je pense que moi, si j'étais les États-Unis, je continuerais avec la propagande par les officines de propagande pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, parce que plus je tiens les Européens, plus les Européens meurent de trouille, plus on peut dévitaliser l'Europe, manger l'industrie. C'est de la communication, c'est-à-dire complètement. Avant élection européenne, on communique sur la guerre. On communique maintenant, on communique après, on communique toujours, parce qu'il faut que les Européens soient terrorisés au point où ils se disent jamais est-ce qu'on n'a pas envie de se libérer de ces oppresseurs, je vais dire. Voilà, pour le dire comme ça. Donc, et ça, donc... si on regarde les choses comme ça, la question, c'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Mais j'entends aucune analyse qui dit, attendez, l'OTAN vient de perdre la guerre, qu'est-ce qu'on fait avec l'OTAN ? Il faudrait quand même que certains se posent cette question, ça paraît normal, qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait du perdant ? Il n'a perdu personne. Alors ça, je dirais, c'est la lune de politique internationale. Et l'autre, c'est la politique interne. Je veux dire, Macron sait très bien qu'il n'enverra jamais des troupes. Jamais. Personne ne le laissera faire. On n'a pas de munitions, on n'a pas d'armes et on va s'attaquer à la meilleure armée du monde parce que c'est la plus aguerrie. Et en plus sur son territoire, là où elle a ses terres, où elle sait combattre, parce que la Russie et l'Ukraine, c'est pareil. Donc on veut refaire une 3e campagne de Russie après celle de Napoléon et celle d'Hitler. Et puis envoyer des troupes, ça signifierait la 3e guerre mondiale, j'imagine. Oui, probablement, mais je veux dire, c'est même pas le cas. Donc, Macron, il est en train de crier devant un tigre avec une cage entre les deux. Mais pourquoi il le fait ? Est-ce qu'il veut avoir le rôle de leader occidental ? Mais c'est bien plus fort que ça. Est-ce qu'on parle des agriculteurs ? On parle plus. Est-ce qu'on parle de la dette ? On parle plus. Est-ce qu'on parle de la désindustrialisation ? Est-ce qu'on parle de notre isolement catastrophique sur le plan international ? Tout ce qui faisait l'ensemble des critiques qu'on faisait à Macron jusqu'à présent, on n'en parle plus du tout. Mais plus du tout, du tout, du tout. On est tous sur le doigt en train de dire « Ah oui, l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine », mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la situation intérieure de la France. C'est à ça qu'il faut revenir. Alors lui, il nous fait un grand numéro de tralala. Il nous fait une opération de communication, de désinformation que je trouve magistrale.
et il va la pousser jusqu'au bout pour hystériser. Mais le problème, c'est la situation intérieure de la France. On parlait que de ça, et maintenant on n'en parle plus du tout. Il est sorti complètement de l'isolement dans lequel il était. C'est-à-dire que le macronisme, c'est essentiellement balancer des contre-feux. C'est ce qu'il a fait au moment des Gilets jaunes. Bilan. Au moment des Gilets jaunes, c'est ce qu'il a fait. Il a fait rentrer dans les Gilets jaunes les Black Blocs, et après Macron, c'est un type qui est très fort pour organiser comment on appelle ça, les systèmes de boucs émissaires. Il monte des personnes inquiètes, des groupes inquiets contre des boucs émissaires qu'il choisit. Au moment des Gilets jaunes, il exploite une peur primale. Il exploite très bien les peurs primales. La peur primale, c'est la peur des bourgeois contre les jacqueries populaires. Donc, ces Gilets jaunes qui étaient sympas et qu'on aimait bien, il a infiltré les Black Blocs et après, on le sait, il a donné l'ordre de taper sur les Gilets jaunes et pas sur les Black Blocs. Donc, c'est devenu de plus en plus violent. Et les bourgeoisies, on préfère Macron parce qu'on veut l'ordre. Hop, il a gagné comme ça. Il a isolé les Gilets jaunes. Il nous a fait le même coup au moment du vaccin. Les non-vaccinés, il les a mis au pilori. Il a exploité la peur primale des grandes pestes, du choléra, etc., de l'histoire. Alors tout le monde a dit « oh là là, oh là là ». Maintenant, on sait que les 3/4 des gens qu'on a vaccinés n'avaient pas besoin d'être vaccinés. Et là, il nous fait le même coup, parce que une des grandes peurs de l'Occident, c'est les Huns, les Uhlans, les barbares de l'Est. Voilà. Le péril jaune, les barbares de l'Est, etc. Donc, il nous refait le même coup, exactement le même coup. C'est une opération de com. Oui, mais cette opération de com... Sinon, ça ne tient pas la route. Oui, mais cette opération de com est quand même agrémentée de grandes réunions internationales avec les Allemands, les Polonais. Oui. Est-ce que ça va peut-être pas au-delà de cette com? Disons que non seulement il fait une opération de politique intérieure, mais également il s'insère dans la politique extérieure américaine. Et ça, c'est juste, puisque le but, c'est d'abord de montrer qu'on n'est pas en caleçon, surtout quand on l'est. Je dirais que c'est surtout ça. Donc faire des réunions internationales en disant qu'est-ce qu'on va faire, c'est très bien, est-ce qu'on va envoyer des taurus, alors qu'on sait très bien qu'on n'enverra jamais des taurus, mais on le dit, etc. Ça permet d'habiller un peu et de masquer les taurus, c'est quoi exactement? Les missiles allemands, pour lesquels cette réunion des trois militaires là, de haut rang là, qui discutaient entre eux. L'avis d'ailleurs de Xavier Moreau que j'écoutais tout à l'heure, c'est que en fait, ce sont des messages. Le fait que cette réunion ait eu lieu, ce qui est incroyable, dans un réseau qui n'était pas protégé, et donc les Russes l'ont attrapé et l'ont mis en ligne, c'est en fait un message, à son avis, des militaires qui disent stop. Voilà. De même que l'article de Marianne qui dit on n'a pas les moyens. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Alors là où je pense qu'il y a un risque, c'est pas de notre côté. Parce que de notre côté, le jour où ils traversent la frontière, ils sont morts tout de suite. Donc c'est pas de l'autre côté. C'est du côté des Russes qu'il y a un problème. Parce qu'on oublie que, en fait, Poutine est un centriste d'une certaine façon. Parce qu'il a mis en cage les deux tigres qui menaçaient son pays. L'un, ce sont les oligarques, qu'il a, lors de cette célèbre réunion de juillet 2000, leur a dit, bon, ben, maintenant vous signez tous, vous rendez les trucs, ou sinon c'est la Sibérie, et plus si affinité. Et de l'autre côté, ce sont les nostalgiques de l'époque soviétique qui se disent, quand on était grand et fort, etc., il suffisait qu'on menace quelqu'un et puis tout le monde s'écrasait parce qu'on était capable de vitrifier toute la planète. Donc il est entre les deux. Mais il y a eu, il y a 2 jours, une lettre des généraux en disant je ne vais pas dire le mot, mais tu es t'es une mauviette, quoi. Autrefois, jamais personne n'aurait pensé, même n'aurait osé parler des taurus. Macron n'aurait pas osé, donc qu'est-ce que tu fous? Donc, on oublie que, en fait, même s'il est réélu à 80%, il est quand même politiquement, il peut être facilement fragilisé. Il reste parce qu'il est un balancier entre les deux. Mais si à un moment donné, les généraux trouvent qu'il est trop mou, nous, on ne voit pas ça, mais c'est la réalité. On peut se retrouver demain avec en face de nous un ex-général soviétique qui dit maintenant les gars c'est fini, le premier qui ouvre la bouche le vitrifie. Voilà, donc moi je préfère Poutine. Hein. Mais Poutine c'est vraiment un centriste, on en a parlé mardi dernier ici même. Bien sûr. Il n'y a qu'à voir où il est positionné. C'est pas François Bayrou quand même. Non, c'est un centriste, je veux dire, si on considère... voilà. Et, je vais dire quelque chose là aussi.
c'est un peu... Moi, j'habitais en Espagne. J'ai vu l'époque de Franco. Franco a fait pareil, exactement pareil. C'est-à-dire, si vous n'avez que des nationalistes avec vous, vous ne développez pas votre pays parce que vous restez entre nationalistes. Si vous n'avez que des libéraux, vous perdez le sens national. Donc, il a passé toute sa vie politique, en attendant que le roi prenne la place, à balancer, en faisant grandir d'un côté les libéraux pour embourgeoiser le pays, l'enrichir, etc., et à conserver d'un autre côté les généraux, voilà. Et il a fait un équilibre entre les deux. Poutine fait exactement la même chose. Il fait la même chose. Et c'est ça qui lui permet à la fois de conserver son unité patriotique d'une part, et puis, quelque part, sa bourgeoisie opérante, De Gaulle a fait pareil. Ça veut dire que les 70% de participation là, au présidentiel, les 80%, dont c'est l'objectif, vous pensez qu'il les aura? J'en ai aucun doute. Les gens sont derrière lui, vraiment? Bien sûr. Il les a sauvés de la faillite. Qui c'est qui expliquait tout à l'heure qu'aujourd'hui, je voyais une émission, je crois qu'entre le moment où il a pris le pouvoir et aujourd'hui, je crois que le pouvoir d'achat a été multiplié par 2 ou 3 ou quelque chose comme ça. Donc il a sauvé le pays était en faillite complètement. Donc personne n'a envie de se retrouver avec le règne des oligarques. Je dirais que c'est ça qui fait la différence entre l'Ukraine et la Russie. La Russie était un pays d'oligarques, l'Ukraine aussi. Sauf qu'en Ukraine, ce sont les oligarques qui ont gardé le pouvoir parce que le pouvoir était faible. Donc ils ont pillé le pays. Et en Russie, il a verticalisé le pouvoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'oligarques, mais on ne peut pas dire que c'est une oligarchie au sens propre du terme parce que ce n'est pas l'oligarchie qui dirige, c'est Poutine qui dirige. Donc, il peut mettre en œuvre des politiques de développement. Il est en train de mettre un TGV. Enfin, il a tout son pays à développer. Il a tout l'Est à développer. Il a les clients chinois, asiatiques, etc. Il a les matières premières. Il a l'uranium. Il a tout ce qu'il faut. Donc, je pense qu'il n'a aucun intérêt, mais vraiment, à quoi ça lui servirait d'aller embêter les Baltes? Pour récupérer quoi? Pour refaire quoi? La vieille Russie, la vieille Union soviétique, mais ça lui apporte quoi? Et moi, c'est pas un fou, on a bien vu que c'est un type rationnel. Donc, ou attaquer la Pologne, ça lui sert à quoi? Est-ce que vous savez comment les Russes ont pris justement ces messages un peu belliqueux de M. Macron? Je dirais que la chance qu'on a, c'est qu'on a en face un président qui est, on l'a vu avec Carlson, qui n'insulte pas l'avenir, il n'insulte pas les Européens. Quand il voit qu'il commence à être un peu chaud parce qu'ils font des rodomontades, il leur dit « Attendez, vous allez prendre une bombe nucléaire » ou il fait dire par quelqu'un quelle est la ville que vous voulez raser en premier, puis ça les calme pour quelques semaines ou quelques mois. Et puis, le reste du temps, il poursuit son agenda. Son agenda, c'est de détruire l'Ukraine. Enfin, pas de détruire l'Ukraine, mais de récupérer la partie qu'il considère comme devant lui appartenir. Je pense qu'il a envie d'aller à Odessa, mais je ne suis même pas sûr que si aujourd'hui on lui disait « Bon, ce que tu as pris, tu le gardes, mais maintenant, Odessa, tu ne vas pas plus loin, mais en contrepartie, on te donne l'architecture de sécurité que tu nous demandes depuis 20 ans », je ne suis même pas sûr qu'il irait jusqu'à Odessa. J'en suis même pas sûr. Pourtant, Odessa, c'est une ville symbole, fondée par la Grande Catherine, etc. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il irait à Odessa. Pas sûr. Pour en revenir à la communication de M. Macron, est-ce que ça lui donne une forme de stature Alors, je pense que oui, parce que je pense que Macron est un type qui n'a pas de personnalité politique en lui-même. Il a besoin de créer une cause. Et je pense que jusqu'à présent, il a patiné. Et c'est ça, comme il prend des premiers ministres qui sont falots, qui n'ont pas de personnalité, il ne l'aide pas à construire sa personnalité politique. Quand on pense à De Gaulle, on pense tout de suite à sa personnalité politique, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, etc. Pompidou, c'était pareil, Mitterrand, c'était pareil, Giscard, c'était pareil. Lui, il n'a pas de personnalité politique. Donc en fait, je pense que cette opération lui sert également à construire une personnalité politique sur laquelle il va s'appuyer pour
jusqu'à la fin de son mandat. Et je pense que le signal, il devait avoir réfléchi à ça depuis longtemps, mais le signal qui lui a fait penser qu'il fallait qu'il passe à l'attaque sur le plan médiatique, parce que c'est un déconstructeur, mais c'est pas un mauvais, c'est un très bon manipulateur, très très bon, c'est l'épisode du Salon de l'Agriculture, où là il s'est dit il faut changer le référentiel tout de suite et complètement, parce que sinon je vais me faire mettre dehors. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a eu peur de ces mouvements des agriculteurs, peut-être? Il a vu qu'il ne contrôlait plus la situation. Mais en fait, jusqu'à présent, depuis son deuxième mandat, il n'a pas véritablement pris d'initiative. Là, aujourd'hui, c'est lui qui a l'initiative. Alors, il en a profité sur la constitutionnalité de l'avortement, etc. Il reprend l'initiative. Alors, ça ne va pas, je dirais... Pour des catholiques comme moi, c'est effroyable. Mais je dirais, pour les Français d'une façon générale, ça ne lui donne pas à lui une personnalité politique extrêmement forte. Je pense que c'est beaucoup plus pour ces groupes de gauche, en fait, qui sont autour de lui, à qui il donne un peu de caution, une caution parce qu'ils l'ont reproché d'avoir des velléités pour aller à droite. Donc, ça veut dire, rassurez-vous, je vous donne ce qu'il faut sur le plan sociétal pour que vous restiez tranquille. Mais je pense que la véritable personnalité politique qui s'est trouvée, c'est celle d'être le chef de guerre, celui qui dit non. Enfin, c'était épouvantable son intervention. Il dit mais il faut rester debout, il faut se battre. Oui, justement, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est comme bizarre ces analogies qu'il a faites. Ça veut dire quoi concrètement? Ah mais ça veut dire qu'il faut rester debout et puis il faut se battre, il faut pas dire non. Il dit mais quoi? Ça veut dire quoi? Que vous traversez la frontière ou non? Ah mais il faut se battre. Enfin, jamais il a répondu à la question de savoir s'il était prêt à envoyer des troupes à Odessa. Il l'a dit avec un verre de whisky à la main en disant je vais envoyer des mecs à Odessa. Mais je veux dire, ça, c'est la rhétorique, c'est la façon de Macron de... comment ça s'appelle? C'est la provocation macronienne. Mais dans son truc, en fait, si on écoute bien ce qu'il a dit, il a noyé les deux, mais il n'a jamais rien dit de concret sur ce qu'il y avait derrière le fait de résister, etc. Donc, il cherche une posture, en fait. Voilà. À mon avis, c'est ça. Et il l'a trouvé. Donc, il faut le critiquer là-dessus. Il faut dire, revenons à la réalité. Il faut casser d'abord la possibilité d'aller attaquer l'Ukraine. Puis même s'il allait à Odessa, et s'il empêchait les Russes, à Dieu ne plaise, d'atteindre à Odessa, en quoi ça empêcherait les Russes de récupérer tout le reste de la partie qui les intéresse. Donc, ça ne changera rien à la guerre. Donc, il faut dire, la guerre, c'est plus le problème. Merci beaucoup, voilà. Cher François Martin. On va passer au grand débat avec l'ensemble des intervenants. Vous êtes déjà 4000, dont 2500 rien que sur YouTube. Merci à vous de votre confiance. On va donc passer à ce grand débat. Mais avant ça, les petites annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.